Professeur, je voudrais commencer par la première question, par une des questions posées par le tribunal, mais sous un autre volet. Vous avez parlé de l'appel effectué par le directeur, le médecin chef adjoint de l'infirmerie de Caen, Samori. Vous confirmez, c'est l'infirmerie de Caen Samori? Oui, c'est le service de santé des armées, c'est pas une infirmerie. Des armées. Le service des armées est au camp Samori, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez suivi les débats ici. Le directeur national de la police à l'époque, au moment des faits, a comparé ici en qualité de témoin, où il s'est rétracté. Il a dit que les corps n'ont pas transité à l'infirmerie de Caen Samori. Pendant que dans son procès verbal de déposition de témoins, il a aussi confirmé, comme vous venez de faire, que les corps ont transité au camp Samori. Alors, vous confirmez, vous, avoir reçu un appel de médecin-chef adjoint du camp de Samori pour dire que les corps viennent de là-bas et vous avez l'obligation de les recevoir. Est-ce que vous confirmez cela? Non, c'est un peu différent. Il ne m'a pas dit que les corps venaient du camp Samori. Vous savez, que ce soit les médecins du service de santé des armées, les médecins de la police, ce sont des collaborateurs. On travaille dans beaucoup de domaines. C'est comme les magistrats et les avocats. On travaille beaucoup ensemble. Il m'appelle pour d'autres cas, pour me dire il y a ce cas et puis vous pouvez venir. Mais ce qui est important, c'est que, j'ai été appelé par un médecin du service de santé des armées, et deuxièmement, c'est que ces corps-là n'ont pas quitté le stade pour venir directement à l'hôpital. L'état de décomposition de ces corps montre à suffisance que les corps ont été stationnés, que ce soit au camp ou comment on appelle ça, au stade, pendant très longtemps sous le chaud soleil. Ça, je peux le dire. C'est le fait que les corps sont restés longtemps sous le chaud soleil, dans une chaleur extrême, parce que le camion bâchait, c'est ce qui explique la décomposition des corps. Maintenant, est-ce qu'ils étaient au camp? Moi, je ne peux pas le dire. Et le médecin ne m'a pas dit ça. Il m'a simplement dit de venir recevoir les corps. Donc, vous confirmez que la décomposition des corps est due au fait que les corps soient exposés au soleil? Oui, ça je confirme. Voilà. Votre déclaration confirme celle faite par beaucoup de parties, de témoins qui ont comparé devant ce tribunal. Il y a le chef d'état-major général au moment des faits, Oumar Sano, a parlé effectivement des corps. Il y a Valentin, le directeur national de la police, a parlé également de cet état. Et lui, il a ajouté même que les corps ont transité à l'infirmerie de Caen Samori. Donc je continue. Et vous avez dit que vous, personnellement, vous avez reçu 3 camions. 3 camions. Oui. Ces camions, c'était des camions militaires ou des camions d'une société ou d'une société de transport? Je confirme, ce sont des camions militaires. Ce sont les camions militaires. Et le premier camion comportait 21 corps. Oui. Le deuxième, 7 corps. Oui. Le troisième camion, 15 corps. Parfait. 15 corps. Oui. C'est tout ce que vous avez reçu? C'est ce que j'ai reçu, 43 corps. 43 corps. Oui. Et comment vous avez pu gérer à la fois la morgue Ignace Digne et la morgue de Donka? Très bonne question. J'ai une équipe. C'est une équipe qui travaille en médecine. J'ai une équipe, j'ai au moins aujourd'hui une douzaine d'assistants. J'ai des personnels de morgue dans les 2 hôpitaux. Et j'étais en collaboration directe avec la directrice de l'hôpital Donka, et donc qui a mobilisé aussi son équipe et tous ceux qui sont avec elle. Donc c'est toute une équipe. C'est pour cette raison que j'avais envoyé un de mes médecins, qui est le plus ancien d'ailleurs, malheureusement, qui est mort il n'y a même pas un mois, le docteur Gabriel Konaté, que certains connaissent ici. C'était lui que j'ai envoyé à Donka, qui coordonnait les activités de Donka. Mais moi, je coordonnais les 2. Donc, il y avait Donka et Ignace Digne, mais toute la coordination médico-légale a été assurée par mon équipe.
Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez comptabilisé le corps à la morgue de Donka? Oui, je comptabilisais les deux. Les deux? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de corps à Donka qu'à Niassidine? Oui, c'est pourquoi j'ai dit 34 à Donka et 24 à Niassidine. Est-ce qu'il n'y a pas plus que 34 corps à Donka? Puisque Donka a été victime de... Donka a été attaqué, les militaires ont pris d'assaut l'hôpital Donka. Est-ce que ce nombre que vous venez de déclarer au tribunal, ce nombre est effectif? Ben, il est effectif, monsieur. Je parle sous serment. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je connais. Alors, je vais revenir. Vous avez parlé également qu'il y a eu 31 corps. 31 corps identifiés et exposés à l'esplanade de la Grande Mosquée, si je ne me trompe. Non. Identifiés, non exposés. Non exposés. Voilà. Alors, vous avez exposé combien de corps? Les 27. 27 corps. Oui, allez-y. Vous êtes avec moi? Oui. Vous avez exposé combien de corps à la morgue? Le restant des corps non identifiés. Il faut dire aussi que l'exposé, ça s'est passé... on a amené un premier lot et ensuite, si je me souviens bien, on a amené encore un deuxième. Dans un premier temps, on a pris les corps d'Ignassidine. Hein? Après que certains ont pu récupérer les corps, au même moment, l'équipe de Donka était en train d'arranger les corps qui sont à la morgue de Donka et puis on les a envoyés aussi. Le nombre total? 27. 27. Est-ce que vous avez suivi ces débats ici? Les débats ici? Les débats par rapport au nombre de corps exposés à la mosquée Faisal. Malheureusement, je ne suis pas souvent. Alors, je vous informe que le nombre que vous venez de déclarer est diamétralement différent du nombre qui a été non seulement déclaré ici par le docteur Ablaye Chérif Yabi. Okay. Il a dit ici devant ce tribunal qu'il y a eu 57 corps, 54 corps exposés. Alors, selon vous, pourquoi cette différence? Alors que vous-même, vous étiez associé à l'examen des corps, vous étiez présent au moment où les corps étaient exposés. Selon vous, où sont partis le reste de ces corps? Parce que lui-même, il a déclaré devant ce tribunal, il y a 54 corps exposés. Oui, mais écoutez... Vous parlez de 27 corps. Oui, je parle de 27 corps. Je pense que devant les cas de décès, comme nous l'avons connu au 28 septembre, c'est beaucoup plus une affaire judiciaire qu'une affaire du ministre de la Santé. Et c'est vrai. Et le ministre de la Santé, il a des informations sur est-ce que vous avez les moyens pour faire ce travail, est-ce que tout est correct et tout ça. Mais tout ce que je fais, dans le cadre de la gestion des corps, je travaille avec les procureurs, avec le parquet. Naturellement, dans cette affaire, je n'en ai pas eu. Donc, ce qui fait que ce que je fais, je suppose, à la décharge du ministre Diaby, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il n'a pas géré les corps directement. C'est moi qui étais en contact avec les corps. Donc, c'est moi qui connais le nombre de corps restitués et le nombre de corps exposés au cancer, pas lui. Il sait peut-être le nombre total de corps. Non. Donc, professeur, vous relevez de lui. Si lui, il est l'autorité la plus indiquée, quand il parle, c'est l'autorité la plus indiquée. S'il lui dit qu'il y a 54 corps exposés, vous venez dire qu'il y a 27 corps exposés, nous allons prendre ça au sérieux, oui. Pour dire où sont partis le reste de ces corps. Oui ou non? Oui, ben, écoutez, vous êtes les juges, vous faites... moi, ce que je peux vous dire, et je répète, la médecine légale, vous le savez, c'est cette discipline entre les deux. Lorsque le ministre de la Santé me demande aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, professeur, je veux avoir le résultat de tel qui se décédé, je lui dis non. Ce n'est pas à vous que moi je rencontre. Je rencontre à monsieur le procureur. Ils le savent. Ils le savent. Lorsqu'il y a des corps décédés
dans les circonstances qu'on vient de décrire tout à l'heure, et on demande aujourd'hui de les restituer. Un, il y a une commission nationale de restitution qui est censée savoir combien de corps ont été exposés. Et deuxièmement, moi, en tant que responsable direct de la gestion médico-légale de ces corps, je pense que les chiffres que je donne, c'est parce que la plupart des corps ont été restitués avant de venir au stade, avant à la Bossé. Hein. Non, il parle des corps exposés. Il a dit clairement ici que les corps exposés étaient au nombre de 54 corps et à la mosquée Faisal. Bon, c'est à lui de justifier, moi je ne sais pas. Alors, je continue. Et vous avez parlé également des corps qui étaient en putréfaction au nombre de 11 corps. En début de putréfaction. En début de putréfaction, nombre de 11. Alors, ces corps, qui vous a autorisé à enterrer ces corps? Quelle autorité vous a donné des instructions au fin d'enterrer ces corps pendant que c'est des corps, c'est des personnes qui ont été tuées et il y a des procédés pour les conserver ces corps dans un temps voisin de l'acte? Vous prenez la responsabilité avec la Croix-Rouge d'enterrer ces corps. Je voudrais savoir, cette instruction venait d'où? Monsieur le procureur, vous m'accusez. Moi, je ne donne pas l'autorisation d'enterrer un corps. Non, je ne dis pas que je ne vous accuse pas. Je veux tout simplement faire ressortir que vous étiez associé et vous saviez au moment où on enterrait ces corps. Oui. Puisque vous l'avez dit. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait une commission nationale de restitution des corps qui est présidée par un ministre et qui est membre du gouvernement. Et c'est un gouvernement militaire. Je suppose que lui-même, il ne peut pas de son propre chef dire « allez-y, enterrer le corps ». Certainement, ça a été discuté à un endroit où moi, je ne fréquente pas. Et si l'ordre vient de la commission nationale de restitution présidée par le ministre Sano à l'époque et toute son équipe, de procéder à l'identification, restitution des corps et puis enterrement des corps, moi je ne peux pas m'y opposer. Je ne peux pas m'y opposer. Alors, vous avez également parlé de tests ADN. Oui. Tests ADN que vous avez effectués. Vous avez commis le laboratoire de Paris sans suite. Oui. Vous vous êtes référé au laboratoire de Lille. De Nantes. De Nantes plutôt. Et qui a produit un résultat qui ne vous a pas permis d'identifier malheureusement les corps. Oui. Alors, est-ce qu'à travers cela, on peut dire que les personnes qui ont été... D'abord, est-ce qu'on peut dire, on peut soutenir avec vous que la thèse des disparus, il y a effectivement des disparus dans cette affaire du 28 septembre? Puisque les personnes chez qui vous avez fait le prélèvement et les personnes qui ont été enterrées, il y a eu des résultats négatifs. Alors, à travers cela, est-ce qu'on peut conclure que la thèse de disparu est une thèse qui est soutenable devant ce tribunal? Il y a eu effectivement des disparus. C'est une réponse à deux niveaux. Lorsque je parle, une personne est morte seulement quand on retrouve le corps. Si on ne retrouve pas le corps, elle est portée disparue. Très bien. Si, ça c'est la définition. Très bien. Une personne, la seule preuve matérielle de la mort, c'est le cadavre. Mais cela ne m'amène pas à dire que moi je confirme qu'il y a eu des disparus. Moi je parle des corps que j'ai reçus et que j'ai gérés. Les autres corps qui n'ont pas transité par la morgue, que je n'ai pas reçus, je n'en sais pas. Très bien. Donc, professeur, est-ce que, puisque vous l'avez dit, c'est évident, vous avez dit que, si j'ai bien relevé, qu'il y a eu des corps, au moment de l'examen, vous avez constaté des corps, 58 corps, des corps qui ont reçu des balles. 13. 13 corps qui ont reçu des balles. Ouais. Alors, à travers cet examen, est-ce qu'on peut relever, on peut soutenir qu'il y a eu l'utilisation de l'arme à feu au stade du 28 septembre? Je confirme.
Affirmatif. Également, je vais faire un parallèle entre le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal et le rapport de la commission d'enquête internationale. Et à mon avis, je vois qu'il y a un fossé très croissant entre le rapport d'enquête internationale et le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal. Puisque le rapport d'enquête internationale parle au total de 156 personnes tuées. 156 personnes tuées, 67 corps retrouvés, 40 corps identifiés par leur nom, dont les corps restitués, 49 autres personnes identifiées qui ont été vues au stade, mais dont le reste inconnu. 109 cas de viol ou autres violences sexuelles, 12 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, avec des objets, notamment des baïonnettes. 42 femmes ont été violées par plusieurs militaires. Alors, selon vous, comment vous voyez ce fossé entre le nombre que vous avez déclaré devant ce tribunal et les nombres qui ont été énumérés par la commission d'enquête internationale? Oui, c'est très simple, monsieur le procureur. Je suis un témoin. Je parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait. J'ai vu 58 corps, j'ai examiné 58 corps et je vous ai donné le résultat. Les autres, peut-être ils seront devant la barre pour dire ici qu'est-ce qu'eux aussi ils ont vu. Moi, je n'étais pas au stade. Moi, j'étais à la morgue et à la grande mosquée. Je n'ai pas été au stade. Donc, je ne sais pas. Et d'ailleurs, si vous me permettez, il y a un élément très important, à mon avis, qui aurait dû être fait. C'est la scène de crime. Si cette scène de crime avait été très bien exploitée, on aurait eu beaucoup d'informations, y compris sur certains corps qui ont disparu, qui ne sont pas arrivés. Parce qu'on aurait pu faire des prélèvements au niveau des empreintes génétiques, au niveau des empreintes digitales, au niveau de tous les éléments criminalistiques qu'on aurait pu retrouver sur les lieux. Peut-être qu'ils nous auraient beaucoup avancé dans ce procès. Voilà. Professeur, je voudrais également savoir, puisque dans votre statistique, vous n'avez jamais parlé de femmes violées. Oui, je n'ai pas examiné. Vous n'avez pas parlé de femmes violées, si j'ai bien noté. Est-ce que vous avez reçu des femmes victimes de viols et d'autres violences sexuelles? Alors, personnellement, je n'ai pas reçu. Mais dans le cadre de la commission d'enquête, j'avais reçu, je vais dire son nom, le professeur Namouri, et d'autres médecins qui ont eu à prendre en charge les victimes d'agressions sexuelles. Et donc, les résultats de tout ce qu'ils ont eu à faire et tout ça, c'est contenu dans le rapport de la commission nationale d'enquête. Mais personnellement, je n'ai pas vu. Mais j'ai eu peut-être 2 personnes qui sont venues à un moment donné me dire que, bon, pour des raisons de papier ou parce qu'ils voulaient aller dans un hôpital à l'étranger, qu'ils souhaiteraient que je leur fasse des rapports. Ça, j'ai fait, je crois, 1 ou 2 rapports pour 2 personnes. Victimes de violences qui avaient beaucoup de lésions infectieuses et qui souhaiteraient voyager. Ça, je me rappelle. Mais ça, c'était tout à fait à titre personnel, médecin malade. Alors, pour finir, je voudrais savoir, puisqu'il a été déclaré par une partie civile ici, dont je ne retiens pas le nom, qui a clairement dit qu'il était alité à Niasdine. Il a dit que pendant son état d'hospitalisation, il a vu des militaires faire éruption à la morgue Niasdine pour récupérer certains corps à une destination dont il ignore. Donc ça veut dire que des militaires ont fait éruption, sont rentrés sans votre autorisation, pour venir prendre certains corps pour une destination. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Non, c'est une victime qui le dit, hein. Il était même hospitalisé à Ignace. Oui, elle peut le dire, comme tout le monde, mais je dis que ça ne s'est pas passé à la morgue de l'hôpital Ignace. Non.
Vous savez... Vous avez les preuves que oui, je vais vous dire. Pourquoi on a envoyé les militaires à la morgue? C'est d'abord pour sécuriser la morgue. Je vous ai dit, ça fait bientôt, j'aurai 30 ans dans ce service de médecine légale. Donc je sais très bien ce qui se passe. Et on a des cas où, quelquefois, c'est très compliqué. Alors lorsqu'ils sont venus, moi je ne connais pas les militaires. Je reconnais les militaires parce qu'il est habillé en tenue militaire. Donc je les voyais comme ça. Et quelquefois, si je ne suis pas en blouse, même moi, on ne me laissait pas passer. Mais ils étaient là pour réguler la rentrée et la sortie des blocs. Et des morgues. Et surtout, vous savez que les morgues n'ont jamais été fermées. Il y avait régulièrement des décès hospitaliers. À Ignace, on a une moyenne de 6 à 7 décès par jour. Donc, tous ces décès transitaient par la morgue. Moins les décès extra-hospitaliers, où les gens venaient pour laver et ressortir. Donc, ce mouvement-là, il est resté. Donc, ces militaires étaient là pour essayer de gérer ce mouvement et tout ça. Maintenant, dire, moi, il n'y a jamais eu d'effraction à la morgue. Et permanemment, pendant tous ces événements, il y avait, en plus de la sécurité des militaires, il y avait le service de gardiennage de la morgue, qui relevait de la direction de l'hôpital. Il y avait aussi les préposés de la morgue, ceux qui passent tout leur temps à la morgue pour recevoir les corps et les mettre en chambre froide. Donc on ne m'a jamais signalé, et je n'ai pas eu cas, je n'ai pas eu de signe d'effraction par rapport à ça, non. On ne vous a pas signalé, mais est-ce que cela veut dire que ça n'a pas été fait, parce que vous ne savez pas. Dès lors que c'est les militaires qui étaient là pour assurer la garde de la morgue, en complicité avec leurs collègues, ils peuvent venir soutirer les corps, les envoyer, n'est-ce pas? Supposition, moi je ne sais pas. Très bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Le professeur Hassan Ba, un éminent professeur, il a dit ceci: sur appel du médecin-chef de l'armée, il arrivait urgemment à recevoir au crépuscule du 28 septembre 2009 à la morgue du CHI d'Ignace-Dine 3 camions militaires qui contenaient respectivement 21, 7 et 13 corps, auxquels 2 autres s'ajoutaient, soit un total provisoire de 43 corps. Les jours suivants, ce nombre grimpait à 58 corps qui étaient dispatchés dans les morgues d'Ignace-Dine 24 et donc à 34. Certains de ces corps étaient déposés sur des paillasses. Il a ajouté que, nonobstant l'inexistence de réquisitions judiciaires, les examens médicaux légaux effectués sur les corps permettaient de comprendre que les victimes étaient décédées à l'aide d'armes à feu Kalachnikov, contondantes, piquantes et piquantes tranchantes, couteau baïonnette. Les corps portaient des orifices d'entrée et de sortie. Sur certains, des fractures étaient visibles au niveau des crânes, des nez et des thorax. 31 corps étaient restitués aux parents, 27 envoyés à l'esplanade de la mosquée, alors qu'on nous a fait comprendre que c'était 57. Le professeur dit que c'était 27 corps qui avaient été envoyés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal, et à ce niveau, c'est seulement 2 qui avaient été restitués. Et les 25 autres, on est allé les enfouir dans un charnier au cimetière du Cameroun. On n'a pas eu la chance de faire le transport judiciaire, mais ce qui est évident, ces 25-là ont été enfouis là-bas sous instruction des militaires, bien sûr. Aussi, Monsieur le Président, il dit que les 54 corps qui étaient remis au colonel Chérif Diaby, dont le journal Valentin Haba faisait état sur instruction du journal Toto, n'étaient nullement arrivés dans les morgues de Donka et d'Ignace-Dine. Le professeur Hassan dit que les 54 corps ne sont jamais arrivés ni à Donka ni à Ignace-Dine. Donc, seul Chérif Diaby sait où il a envoyé ces 54 corps-là. Aussi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les militaires étaient effectivement au niveau des 2 morgues jusqu'au jour de la restitution des corps. Vous savez, beaucoup de victimes sont venues ici pour nous dire que quand elles sont allées pour retrouver les corps de leurs parents, les morgues étaient quadrillées. Il y avait des verrous rouges qui étaient là, qui empêchaient l'accès. Un médecin a expliqué ici par quel mécanisme il a réussi à arborer la blouse étant médecin pour avoir accès à l'intérieur. Et ce qu'il a vu, c'était vraiment de l'abomination.
C'était insupportable, Monsieur le Président. Donc, il est évident que les jours qui ont suivi les massacres, les morgues étaient prises d'assaut. Ces morgues-là étaient quadrillées par les bérets rouges qui refusaient tout accès. Aussi, Monsieur le Président, Dr Fatou Sike Kamara est passée ici. Elle était la directrice de l'hôpital national d'Anka au moment des faits. Elle a dit que les militaires avaient effectivement eu accès à l'enceinte de l'hôpital et de la pharmacie, où ils perpétraient des actes de violence au point de vouloir empêcher les médecins de faire leur travail, qui finalement les refoulaient. La vie de la pharmacie était fissurée. Aussi, professeur Namori Keita, un grand professeur aussi, il est passé ici, il a dit ceci: plusieurs blessés, dont les femmes victimes de viols et autres formes graves d'agression sexuelle, avaient été effectivement pris en charge au CHU de Donka le 28 septembre 2009 et jours suivants. Des débris de bois étaient retrouvés dans les vagins de certaines d'entre elles, attestant ainsi l'utilisation par les militaires des baïonnettes et des morceaux de bois dans leurs parties intimes dont elles avaient fait état. D'autres subissaient des viols collectifs. Le professeur Namouré est passé ici, il a donné ces explications-là. Et il a ajouté, le stade était fermé alors que les victimes se trouvaient à l'intérieur. Les anti-gangs étaient arrêtés à la porte. Les médecins avaient été empêchés d'y accéder. Il a ajouté que les bérets rouges rencontrés dans le quartier Landrea affirmaient aux médecins: de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation payeront et nous ne nous laisserons pas faire. Les militaires investissaient l'enceinte de l'hôpital Donka et y lançaient de la grenade lacrymogène. La pharmacie n'avait pas été épargnée. Une des victimes de viol avait subi une triple sanction. Hier, maître Alimatou en a fait cas. Cette victime-là, elle avait fait le baccalauréat. Elle n'a pas eu le bac. Elle a été atteinte par la maladie, le VIH-Sida. Elle a été violée, Monsieur le Président. Et lorsqu'elle a quitté l'hôpital, elle n'a plus eu le courage de revenir. Une fille de 17 ans dont l'avenir a été complètement hypothéqué. Monsieur le Président, il poursuit en disant « ce qui était arrivé n'avait aucun sens, aucune explication ». Professeur Namori Keita n'a trouvé aucune explication par rapport aux atrocités qui ont été commises au stade. Il dit qu'en tout cas, lui, il ne comprend pas. Ça ne devrait pas arriver en principe. Et il dit enfin qu'il y avait des blessés graves et certains étaient étalés à même le sol à l'hôpital. Monsieur le Président, M. Magnan Sidibé aussi est passé ici. L'actuel directeur de l'OGP, il a dit ceci: Feu Jean-Marie Doré disait lors d'une émission à la radio Planète FM que Colonel Kebro était l'un des éléments importants des massacres du 28 septembre 2009. 3 camions contenaient des corps. Ces camions-là étaient stationnés dans la cour de la présidence de Feu Général Lansana Conté et qu'il existe effectivement 2 à 3 fosses communes, dont la plus grande se trouve à Faban. Il a dit également que l'accusé d'Addis refusait que les corps soient envoyés dans l'enceinte du camp Alfaya Diallo pour ne pas qu'ils soient vus par les personnes qui y étaient fréquentes. Les mêmes sources lui disaient qu'environ 300 corps avaient été jetés dans la nature. Monsieur le Président, M. Cheikh Sidia Diabaté était également venu. Il a dit ceci: à mon arrivée au camp Samori Touré, les agents me disaient que 2 camions bâchés remplis de cadavres étaient stationnés dans la cour de la résidence de Feu Général Lansana Conté. Il partait lui-même vérifier dans l'un d'eux et apercevait effectivement les corps entreposés. Certaines personnes parlaient de 5 camions.
Il a ajouté également que les 3 agents que lui il avait dépêchés au stade lui disaient avoir vu 2 à 3 personnes tomber et que c'était des militaires détenant des Kalachnikov qui s'y étaient rendus. Et il finissait en disant qu'il apprenait qu'il y avait des charniers à Faban, à Cameroun et ailleurs. Après donc les témoins du ministère public, Monsieur le Président, les parties civiles également ont fait venir 4 témoins qui ont été reçus par votre tribunal. Le premier, c'est M. Alpha Mamoudou Diallo, blanchisseur, qui est domicilié à Koya. Il a dit ceci: j'entendais des sirènes qui venaient de la Bellevue, les jeeps pleines de bérets rouges entraient dans la cour. Pivi était en tête, il saccageait tous ceux qui se trouvaient dans la cour et dans la maison et emportait d'autres biens. Il brisait les vitres des véhicules qui se trouvaient dans la cour. Un d'entre eux détenait le couteau et le fusil et disait que si je bougeais, il allait me tuer. Il n'y a pas ce qu'il ne faisait pas dans la maison. Le ministre de la Santé arrivait en tenue militaire avec ses gardes du corps. Il donnait des coups de pied aux malades qui étaient à même le sol et disait « c'est bien fait pour vous ». Ceux qui tiraient au stade portaient des tenues militaires couleur unique. Aussi, M. Ismaël Ba, logisticien domicilié à Lambagny, est passé et il a dit, alors que les gens priaient, car le musée avait fait le premier appel, les tirs commençaient, le gaz lacrymogène était largué. Ça tirait aussi vers la piscine. Tout était fermé, on ne savait pas comment sortir. Il y avait des fils électriques barbelés qui étaient posés sur les murs. Je recevais un coup au niveau de l'épaule. Les assaillants avaient des fusils et des bâtons. Je voyais une victime qui avait été éventrée, tenue par des gens. Un groupe de militaires cassait les véhicules chez Elhadj Selou. Il y avait beaucoup de morts. À la mosquée Faisal, les mouches volaient au-dessus des corps qui étaient exposés. Des gaz lacrymogènes étaient lancés à l'intérieur de la mosquée par la police. Alors que nous étions en train d'inhumer les corps à la demande des personnes âgées qui étaient parmi nous, nous apercevions quelque chose d'un peu plus grand, 5 à 10 mètres, qui ressemblait fort bien à un charnier dont je peux toujours reconnaître l'emplacement. Les gendarmes en treillis et les policiers de la CMIS administraient des coups. J'avais vu au stade une femme nue qui marchait et qui voulait sortir. Je voyais les bérets rouges qui poignardaient les gens, d'autres assaillants étaient en culotte. Monsieur le Président, distingués assesseurs, grande fut ma surprise d'apprendre le comportement d'un médecin, celui qui devait sauver des vies. Quand je parle de médecin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je pense toujours à ce Congolais qui s'est hissé au toit du monde. Celui qui réparait les femmes, victimes de fistules obstétricales. Qui, pour soigner ces victimes, pour soigner ces dames-là, Monsieur le Président, n'hésitait pas d'utiliser son domicile privé, son salon, sa chambre. Un médecin, il est fait pour sauver des âmes, Monsieur le Président. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, grand chirurgien, reconnu comme tel par l'un de ses co-accusés, le commandant Toumba Diakité, et lui-même vous a dit la fois dernière qu'il opère de la tête aux orteils. C'est un chirurgien de guerre qui, juste dans le dessein de conserver un pouvoir, arrive dans l'enceinte
de l'hôpital national d'Onka ou des victimes des événements du 28 septembre 2009 étaient couchés ça et là. D'aucuns avec des blessures, d'autres avec des fractures, se tordant de douleur. Ce médecin, donc, n'a pas eu de l'empathie pour ceci. Souvenez-vous du passage de Dr Ben Youssouf Keïta, qui est médecin comme lui, qui s'est offusqué ici quand on l'a appelé docteur. Il dit qu'il n'a pas la force morale de l'appeler docteur. Parce que pour lui, au-delà de la fonction qu'il occupait, ministre de la Santé, il serait venu se joindre à l'équipe médicale pour sauver des âmes. Il se serait illustré, comme je l'ai déjà dit, comme Denis Mukwege. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce n'est pas ce qui a été son comportement. Puisqu'il occupait un poste, il fallait à tout prix conserver ce poste-là, à tout prix donc. Les hommes d'État sont rares. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un homme d'État, c'est celui-là qui pense aux générations futures. Ce n'est pas celui-là qui pense à une élection, une réélection ou un maintien à un poste. Ce médecin a commis des atrocités. Il ne s'est pas limité à ça. Monsieur le procureur vous l'a rappelé tout à l'heure, procureur Sidi qui vous l'a rappelé tout à l'heure, les corps de nos compatriotes tués dans l'enceinte du stade lui ont été remis sur ordre du général Mamadouba Toto Camara. On ne les a plus jamais vus. Plus jamais. J'avais pensé, Monsieur le Président, puisque c'est un médecin, qu'ici à la barre, après tout ce qui a été dit, il aurait levé le petit doigt pour vous dire, parce que les témoignages sont concordants, pour vous dire, les corps que j'ai reçus sont enfouis au niveau de telle fosse commune. Mais hélas, hélas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce comportement-là aussi mérite d'être puni. Je ne parlerai pas assez de M. Keïta, dont Mme Abbé a dénoncé formellement, puisque tout simplement, elle le connaissait anciennement. La version qu'elle a donnée de l'instruction préparatoire, en passant par la confrontation au niveau du pool des juges d'instruction, jusque devant vous, elle l'a maintenue. Le viol, il est constant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Blaise Goum, officier de gendarmerie, pour sa défense, vous a dit que, et bien vrai qu'il était au stade, mais dès qu'il a vu le groupe de militaires entrer, eux, ils ont décroché.
Cependant, c'est un autre c'est quelqu'un de son unité d'origine, les services spéciaux, qui, lors de sa déposition de témoin, a parlé de lui, bien que, à la barre ici, il a voulu se rétracter. En sus, l'une des recrues d'Okalea, qui était en formation au centre d'instruction, vous a clairement indiqué qui était, au moment des faits, monsieur, je m'excuse, Blaise Goumou. C'était bien les éclaireurs du CNDD. C'était eux qui pouvaient réfléchir et concevoir tous les plans et autres. Encore que cette recrue a été constante, que M. Blaise Goumou était constamment au centre d'instruction de Kalea. Et que c'est même lui qui a lu, c'est en sa présence, je m'excuse, qu'on a lu la liste de ceux-là qui doivent venir, des commandos, comme ils l'ont appelé, qui devaient venir la veille de ces atrocités-là. C'est lui qui est venu avec eux. Monsieur le Président, quand cet accusé vous dit qu'il ne connaît rien de tout ça, c'est affreux. C'est affreux. Il ne peut pas invoquer le fait que lui, il n'était pas du tout au centre d'instruction de Kalea, qu'il y avait été nommé instructeur avant l'avènement du CNDD au pouvoir. Il vous a fait état des actes ici, Monsieur le Président. Sauf que, en ce moment, l'administration du centre d'instruction de Kalea avait quitté. Ceux-là qui occupaient des fonctions officielles y avaient été chassés. Donc, ils devenaient de facto les maîtres des lieux. C'est eux, lui, qui ont fourni ces jeunes gens qui sont venus au stade pour perpétrer ces massacres à côté de l'armée régulière. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voici le comportement qu'a été la partition donc de M. Blaise Goumou. Alors, à la page 43.11 de la même ordonnance qui date de 29 décembre 2017, il est reproché à mon client ce qui suit, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, tout en vous remerciant de votre patience que vous observez tous les jours. Il a dit ceci. Abdoulaye Sherif Diaby, d'avoir à Conakry, c'est le pour qui dit, hein, d'avoir à Conakry le 28 septembre 2009, en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription, 2 points. Volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. Je reprends. D'avoir volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. Nous allons être d'accord que lorsque le pool des juges dit ceci, que cela suppose que le colonel était posté au stade. Il était posté là. C'est ce que ça veut dire. Volontairement entraver l'arrivée. Mais à quel moment on entrave l'arrivée de quelqu'un?
c'est lorsqu'on est présent. Lorsqu'on est présent, je vous empêche de passer. Mais il a entravé qui? Selon le pool, qu'il a entravé l'arrivée des secours. Monsieur le Président, comprenez très bien que ces secours-là, ce sont les ONG Croix-Rouge, n'est-ce pas, Croix, etc., les Terres des Hommes, ceux qui venaient de manière philanthropique pour assister les blessés au stade 28 septembre. Que le colonel, à l'instant T égale à 0, était là posté, qu'il a empêché, il a entravé l'arrivée de ces personnes. Mais le colonel n'était pas là. Et l'ordonnance précise, le 28 septembre 2009, pendant la commission de ces infractions-là, que le colonel, après que ça a été commise, l'arrivée des secouristes, il les a empêchés. Bon Dieu, bon sang. On est où? Le colonel n'était pas là. Docteur Chérif n'était pas présent au stade du 28 septembre. Soyons d'accord. Même si on n'aime pas quelqu'un physiquement, mais reconnaît-lui au minimum ses petits droits. Oui, parce que personne ne peut être aimé à 100%. Même un fou. Mais comment se fait-il que le colonel soit dans ses mouvements pour Koya et qu'au même moment, il a été appelé par le général, à l'époque, le chef d'état-major général des armées, colonel Oumar Sano, pour lui dire, revenez, monsieur le ministre, ça ne va pas au stade. C'est comme si, en ce moment précis encore, le colonel se trouvait encore au stade, du 28 septembre. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'ordonnance est très claire. D'entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade du 28 septembre. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Colonel qui a tourné sa voiture pour répondre à l'appel d'urgence, qui allait déposer, qui a écouté son déplacement pour aller s'intéresser, pour aller vivre l'événement, pour aller assister, pour prendre les dispositions en sa qualité de ministre d'État de la Santé. Comment ce dernier peut être qualifié d'auteur de cette infraction au même moment qu'il est en train de se déplacer, de faire des va-et-vient entre la présidence de la République, le QG, le ministère de la Santé, donc et on dit qu'il était au stade en train d'empêcher l'arrivée des secours. C'est injuste. C'est une violation à ses propres droits. C'est injuste. C'est une accusation à tort et à travers. Comment vous voulez une personne, en sa qualité de ministre d'État de la Santé, met les moyens, mais pour tous les actes de nature à assister des personnes qui souffrent. Et on traite ce dernier qu'il est l'auteur de cette infraction. C'est pas bien. Deuxième paragraphe. De s'être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenus d'empêcher par leur action immédiate, sans risque pour eux ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Je reprends. Volontairement abstenu d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre. Vous savez, quand vous écrivez, réfléchissez ce que vous écrivez. Lisez, relisez encore. Est-ce que le contexte là est normal? Est-ce que chaque mot a sa place? Est-ce que la personne que vous décrivez, est-ce que l'intéressé à l'instant T mérite d'être là?
C'est ce qu'il faut savoir. Mais lorsqu'on dit que le colonel, de manière volontaire, s'est abstenu d'empêcher par son action, sans risque pour lui et pour les tiers, de commettre. Il a empêché de commettre des crimes au stade du 28 septembre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais de quelle abstention s'agit-il? C'est pas ça. Parce qu'il n'était pas présent. Colonel Chérif, il faut le répéter parce que je ne cesserai de le dire. Il n'a jamais été au stade du 28 septembre, que cela soit très clair. Pour les uns, pour les autres, et même pour les tiers au dehors. Que ça soit très clair, il n'a pas été au stade du 28 septembre, il n'a pas été au stade du 28 septembre, ni dans les environs. Au point qu'on lui reproche de cette infraction, qu'il s'est abstenu volontairement. Mais on s'abstient de quelque chose de manière volontaire lorsqu'on est présent à cette chose, lorsque la personne est présente à cette chose. Comment quelqu'un peut être couché à la maison ce jour, le 28 septembre, un citoyen qui était à Bambeto, un citoyen qui était à Lambaye, qui était couché dans son salon, qu'on puisse lui reprocher d'être au stade du 28 septembre ce jour-là? Non, il est, c'est possible. Le colonel n'a jamais été au stade. Même dans le parcours que j'ai décrit ici, dans sa narration des faits. La route de Koya, directement au QG à la présidence. De là-bas, c'est Donka. De Donka, ministère. Du département, il est revenu à la présidence. À la présidence, c'est le surlendemain, le 30 septembre 2009, qu'il est venu en compagnie de monsieur le chef de l'État, guinéen, président d'Addis, plus le chef de l'État de Burkina Faso à l'époque, Blaise Compaoré. Mais tout le monde a vu ça à la télé. Lorsque monsieur le président d'Addis passait saluer les malades. Mais on va fabriquer quoi? On va fabriquer quoi contre lui? Troisièmement, c'est le même pool, la même ordonnance qui précise encore, volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Cela revient de provoquer un secours. Monsieur le Président, je viendrai sur les éléments constitutifs de cette infraction. Vous comprendrez que le régime juridique de cette infraction est spécifique. Je le dis sous le contrôle des pénalistes. L'infraction non-assistance à personne en danger, avant ces éléments constitutifs, il y a des conditions préalables. Ces conditions sont de deux ordres. Les conditions liées à l'auteur et celles liées à la victime. Sans ces conditions, à l'instar même des éléments constitutifs, le délit n'est pas constitué ou peut ne pas être constitué. C'est ça. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, voilà le parcours ce jour, 28 septembre, 29 septembre et 30 septembre 2009, de colonel Abla Chérif Diaby. Succinctement, à entendre la narration de ces faits, colonel Chérif est venu à Donka 3 fois. La première fois, c'est ce jour-là, 28 septembre, après qu'il ait quitté le camp pour rencontrer Monsieur le Président. Et à son arrivée, il a trouvé des personnalités du ministère de la Santé. Et ces personnes ne sont pas des personnes ordinaires à lui. C'est des personnes qui lui ont inculqué des connaissances. Ce sont ses professeurs, ses enseignants. Et en pleine journée, comment, face à un tel drame, que monsieur le ministre, en sa qualité de ministre d'État de la Santé, puisse se permettre de proférer des injures, de porter des coups sur des personnes qui sont déjà couchées par terre, malades. Et en présence de qui? En présence de ses professeurs,
professeur Namori Baldé, Namori Keita est passé ici, Monsieur le Président. Nulle part dans sa narration des faits, il n'a fait état qu'un seul instant que le colonel Chérif a porté des coups. Ce monsieur, c'est des références de ce pays, ou une des références de ce pays. Il ne peut pas accuser le colonel, il ne peut pas aussi refuser de dire ce qu'il a fait. Alors, mais si on veut coûte que coûte mettre la main sur une personne, on passe par tous les moyens illégaux. Son deuxième passage à Donka, c'était là où il est passé et puis tout de suite il a continué pour rencontrer son équipe au département pour mettre automatiquement en place un devis pouvant amener monsieur le chef de l'État à l'époque de prendre une décision d'ordonner la sortie de ces fonds pour s'occuper de ces malades. C'est une action salutaire. C'est une action salutaire. Et lui seul, le même jour, Monsieur le Président, il est parti rencontrer Monsieur le Président Dadis. Ce dernier aussi était prêt sur ses pieds. Il a donné l'ordre au ministre des Finances de débloquer un montant important pouvant soulager les blessés. C'est un médecin, c'est vrai. Mais en ce moment précis, il était ministre d'État. C'est ministre d'État. Son troisième passage à Donka, Monsieur le Président, c'est en compagnie de ces deux hautes personnalités de l'État, des deux États d'ailleurs. Le président Dadis, et tout le monde l'a vu le jour-là, à la télé, en compagnie de l'ex-président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Le ministre était à ses côtés. Mais à quel moment donc, colonel Chérif a blessé? À quel moment il a porté des coups? À quel moment? Le parquet ne vous a pas précisé cela. Mieux, Monsieur le Président, vous avez pris soin, vous avez pris la prudence, vous avez pris la patience totale d'entendre tout le monde, toutes les parties civiques qui sont passées ici, une à une. Quelqu'un n'est pas venu ici vous présenter en face pour dire « Colonel Chérif m'a boxé ce jour-là ». Qui était présent? Voilà la personne qui était présente ce jour-là. Voilà une autre personne qui était présente ce jour-là. Colonel Chérif m'a porté des coups. Et ces mêmes parties civiles, personne n'a exhibé un certificat médico-légal justifiant que c'est suite aux coups et des blessures administrées par le colonel à son encontre qu'il a eu cette incapacité. Personne. Personne. Les témoins sont venus. Monsieur le Président, encore une fois de plus, on avait affaire à deux catégories de témoins. Il y avait un groupe qui sont venus déposer de manière honnête, de manière sincère, parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont vécu. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont entendu avec des preuves d'autres témoins à l'appui dans cette salle. Je reviendrai là-dessus lorsque je vais attaquer en ce qui concerne ces infractions précises. Mais un autre groupe, c'est ceux-là qui étaient venus ici simplement, Monsieur le Président, pour une promenade de santé. Quelqu'un qui est à l'extérieur, quelqu'un qui a fui, qui vous dit « j'ai appris, je suis un journaliste », il est allé jusqu'à même prêcher le faux dans cette salle. Mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce qu'il voulait chercher? Simplement, c'était pour apparaître simplement à la petite télévision. C'était une promenade de santé. Il n'a rien donné. Il nous a fait plutôt perdre de temps. Il sait, la personne qui est en train de parler, là où il se trouve, dans son bureau, il m'entend, il m'écoute et il sait, c'est de lui que je parle.
reproche, colonel, des faits de coups et blessures volontaires, en dépit des actions qu'il a menées, en dépit de ces actes qu'il a posés. Docteur Fatou, ce qui est passé, Monsieur le Président, ici, c'est une dame que je respecte. Elle est respectueuse, elle est respectable. Mais nulle part, dans sa conscience, n'a présenté ici un élément constituant des reproches quelconques à l'encontre du colonel. Parce que c'est elle qui était directrice nationale dans ton cas. Quand même, elle recevait tout le monde. Pour vous dire que cette infraction n'est pas constituée, Monsieur le Président, de manière classique, chaque infraction, pour sa constitution, il faut l'emploi, il faut la constitution des éléments. Il faut que ces éléments soient réunis. Au sens de l'article 239, Monsieur le Président, vous avez 3 éléments. Le premier élément, c'est le test lui-même, l'élément légal. On ne discute pas là-dessus. Le second élément, c'est l'élément matériel. Mais cet élément matériel renferme des petites conditions sans lesquelles l'on ne saurait indexer quelqu'un pour coups et blessures volontaires. Il faut d'abord le premier élément ou sous-élément de cet élément matériel, il faut un acte de violence physique infligé à une victime. Un acte de violence physique. Cet acte, c'est au sens large. Ça peut être une arme blanche. Ça peut être une partie, n'est-ce pas, des membres de la personne. C'est-à-dire les mains, les pieds, la tête. Il faut un acte de violence physique. Le législateur a été très clair. Un acte de violence physique. Qui a présenté cet acte ici? Ou qui a présenté un des actes? Que c'est à partir de cet acte-là que le colonel s'est jeté sur ma personne, m'a boxé, m'a piétiné, m'a giflé, m'a blessé. Nous avons duré ici. J'ai décidé d'assurer la défense du colonel. Et c'est pourquoi, au prix de mon temps, j'étais dans cette salle d'audience depuis le début, 28 septembre 2022, jusqu'à date à laquelle je suis en train de présenter les plaidoiries. Je suis présent. J'écoute, je parle peu. Parce que si ce n'est pas important, je ne m'intéresse pas. Parce que si ce n'est pas nécessaire, je ne prends pas la parole. C'est lorsque, véritablement, c'est nécessaire, je demande la parole respectueusement à Monsieur le Président. Et vous m'accordez ce droit. Je vous en félicite et je vous remercie d'avance.